c'est intéressant de partager votre cursus, votre expérience. Mais quand j'écoute les trois intervenants, j'aurais beaucoup apprécié Madame Diong parce qu'elle a parlé plus de son entreprise que sa personne. Je vous encourage, et surtout l'entreprise, l'idée de l'entreprise. Quand les deux intervenants ont venu, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos défis? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Toutes ces informations, nous ne l'avons pas. Mais on a de bonnes informations sur votre personne et peut-être comment vous vous êtes préparé pour devenir entrepreneur. Voilà, donc c'est important, c'est pas négligeable, mais peut-être il faut compléter un peu avec l'entreprise elle-même, là où elle est, les difficultés, qu'est-ce que vous empêche d'avancer, ou bien si vous êtes bien à l'aise, expliquer un peu les questions qui concernent aussi l'entreprise, c'est aussi important. C'est ce que je voulais ajouter un peu. On a démarré avec la production du biochar, le biocharbon, c'est-à-dire on allait ramasser les matières organiques déjà mortes, d'origine végétale, comme les feuilles mortes que vous voyez là-bas. On nous traitait de fous ou de folles et on nous disait qu'on ne va jamais y arriver. Mais on était conscient qu'un jour ou l'autre, on va y arriver. Et on était persévérants, courageuses, battantes, endurantes. Et il y avait aussi cette envie de réussir. Après ça, on a décidé de faire un tour dans les villages de Sédhiou. Et on a constaté qu'il y a une forte demande. Il y avait, ces jeunes-là, il n'y avait pas d'électricité. Donc, les jeunes. Et aussi, on a constaté l'exode des jeunes, l'exode des jeunes pour chercher du travail dans les villes. Et quand on les a demandé, ils ont dit qu'ils restaient en ville, pas par choix, mais juste qu'ils n'avaient pas de choses à faire au village, parce qu'ils n'avaient pas d'énergie. Donc, on demandait à ces habitants d'acheter des kits, on va venir les faire l'installation. Sachant que c'est un jeune où ils ne trouvent pas l'argent, ils ont l'argent par période. Donc, on a décidé de faire doucement avec eux, de négocier avec le prix. Et aujourd'hui, on en est là, malgré qu'on a rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Pourquoi me battre pour arriver là? Je les ai fait comprendre que jigen là, way duma rek, te don jigen tamet waruma taxaya fous. Certes que vous dites que ma place c'est au foyer, mais je dis que pour le développement de ce pays, toutes les femmes doivent participer au développement de ce pays. Les énergies renouvelables ont une vision masculine, mais cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas réussir dans ce domaine. S'il faut relever des briques, je le ferai. S'il faut soulever des batteries, je le fais avec eux. Même si ce n'est pas facile, mais je le fais pour les montrer que je suis une femme. Pas seulement une femme rêve, mais une femme brave qui a envie de réussir. On était même sur le point d'abandonner. Mais comme on dit, seul, tu iras plus vite, mais tu n'iras jamais loin. Je travaille avec une équipe tellement compétente et qui ont l'envie de réussir. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai demandé la parole, non pas pour contredire madame, mais il y a une appellation que moi j'ai dit, c'est une aberration en fait. La notion de femme, femme, femme. Je ne suis pas contre les femmes, hein, mais je pense bien qu'il n'y a que l'homme qui existe avec grand H. Vous savez pourquoi je le dis? C'est parce qu'on s'active dans le domaine de la transformation. Et dans les unités de transformation, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Tout le monde tout simplement nettoie, désinfecte et rince. Et tout le monde lave les bols. Et tout le monde fait toutes ces opérations-là, que ce soit la granulation. Donc où est-ce que la place de femme et homme se trouve? C'est la question que je vous pose. Donc, je me nomme M. Seydi. Je salue l'assistance qui est ici présente. J'ai une question juste. En tant que professeur de mathématiques, parce que les élèves me fatiguent partout dans ce lycée, que ce soit les élèves de seconde, première, terminale, des formations, CGA, EAI, toutes ces formations BTS, BT. Quelle est l'importance des mathématiques? J'aimerais maintenant que l'assistance qui est là,
que quelqu'un qui n'est même pas mathématicien, qui répond à ces questions, qui sont dans ces formations, est-ce que les mathématiques ont leur importance dans vos différentes formations? Je vous remercie. Nous attendons, n'est-ce pas, la réponse des apprenants et l'éclairage également des enseignants. Je pense que pour répondre à cette question, on va laisser le micro-baladeur aux apprenants rapidement. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite répondre à cette question? Séni Thiam. Je suis étudiant en BTS de Industrie agroalimentaire ici au lycée agricole. Les mathématiques, leur importance. Je pense qu'en dehors de leur spécialité, ou bien des gens qui se spécialisent en mathématiques, nous, dans le cadre, par exemple, de l'agroalimentaire, je dirais que les maths sont indispensables dans la vie. Partout, il y a les mathématiques. Parce que partout, on aura besoin à calculer de l'argent. Partout, on aura besoin à essayer, en tout cas, de formuler des dépenses, à essayer de formuler, comment dire, des dossiers, et tous ces dossiers, des études financières. Donc, on aura besoin à appliquer les mathématiques. Même dans le cadre des conduites de gestion d'une exploitation agricole pour faire leur planche, ils auront affaire aux mathématiques. Donc, on ne peut nullement exclure les mathématiques dans la vie. Quand on parle de vie, on ne peut pas exclure des mathématiques. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Formation de Baïla. Voilà. Les mathématiques ont une grande importance dans la mesure où, si vous voyez aujourd'hui avec nous le solaire, aujourd'hui, quand nous avons un bâtiment à installer, on nous demande de faire un dimensionnement. Et qui parle de dimensionnement, vous devrez à mesure de savoir tous les équipements qui se trouvent dans le bâtiment. Et au-delà de cela, il faut des calculs. S'il y a un réfrigérateur, une télévision, une cuisinière, tous ces appareils constituent également des caractéristiques. Et on nous demande également d'enlever toutes ces caractéristiques pour savoir la puissance de chaque appareil. Donc, à ce niveau, pour faire un bon dimensionnement, il faut également calculer. Et si également, vous voyez la pompe que vous voyez dans une surface bien terminée, oui, dans un château, mais tout cela, on nous demande de calculer. On ne peut pas venir comme ça et installer sans pour autant faire des calculs. Mais on calcule avant de faire. Donc, celui qui a réussi à faire une bonne installation, je pense également qu'il a fait un bon dimensionnement. Et qui parle de dimensionnement, parle de calcul. Raison pour laquelle nous, en tant qu'apprenants, nous avons essayé de bannir les mathématiques, mais néanmoins, ils nous suivent. De quel que soit alpha, on essaie d'en débarrasser, mais il dit non, moi les mathématiques, personne ne peut pas me fuir. Donc elle est là, elle est installée dans notre sang, on ne peut pas la fuir, de quel que soit alpha. Ok, merci. Poser la question aussi pour susciter un peu le débat. Donc, pour vous dire que les mathématiques, ils ont plusieurs langages. C'est un langage. Ça ne dit pas que quand un Diola qui est au marché, une maman, elle fait des mathématiques. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle fait des mathématiques en vendant au marché. Cette maman-là fait des mathématiques. J'ai l'habitude de dire les élèves, si un enfant naît, on lui dit quoi? Bébé. Le bébé là, c'est une inconnue. Parce que l'enfant n'a pas de nom d'abord. Donc on le note bébé. Tout le monde est passé par là. Le jour qu'on lui donne le nom, on connaît la valeur de bébé, c'est quoi? C'est Mamadou, Binta, Sira, etc. Donc l'inconnu qui était bébé, maintenant on connaît cet inconnu-là. Donc c'est ça qui représente le X et le Y. C'est juste des notations. À la police, si quelqu'un vient... Ouais. À la police aussi, si quelqu'un vient chez vous pour cambrioler, vous portez plainte contre quelqu'un parce que vous ne le connaissez pas. Vous dites je porte plainte contre X. Mais tu es en train de faire les mathématiques, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Le jour qu'on découvre le bandit qui a dit ça, on connaît la valeur de X. Ce nom-là, on le donne, ce n'est plus X, etc., etc. Donc on ne peut pas s'empêcher des mathématiques. Elles sont toujours partout dans la vie. Tout ce que nous faisons, c'est des mathématiques. Nous construisons des bâtiments, il faut faire des mathématiques.
Nos papas, ils ont construit des bâtiments, ils n'ont pas allé à l'école. Ils savent les angles droits, des cercles, etc., etc. Donc, les mathématiques sont d'une importance c'est inévitable. On est là, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas, vous pensez pas que les mathématiques c'est X, Y, ça se limite là-bas. Non, c'est au-delà de ça. C'est des choses, ça a plusieurs dimensions. Nos ancêtres, ils font des constatations. Ça, c'est des mathématiques. Il y a un résultat qu'ils voient chaque fois à un certain long, ils prennent comme un résultat, c'est concret. Et ça, c'est une constatation, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, j'appelle à tout le monde. Je ne demande pas de laisser les autres matières. C'est mon langage. Je dis toutes les matières se valent. Mais le scientifique, un prof de PC a besoin d'un mathématicien. Un SVT, un prof de SVT a besoin d'un mathématicien. Un prof de français a besoin d'un mathématicien. En versification. En résumé. Donc, le mathématique, lui, il est là, il est passe-partout. Tout le monde a besoin de lui. Donc, vraiment, les mathématiques, sans la vie, sans les mathématiques, il n'y a pas de vie. Je vous remercie. Bonjour à l'assistance. Merci à Olivier Fizou qui m'a vraiment donné la chance de vous présenter sur mon histoire. Je vais un peu résumer pour aller beaucoup plus rapide. Moi, j'étais étudiant à l'université Anta Diop de Dakar. J'ai eu mon bac en 2005 et j'ai fréquenté l'université juste après le bac. Pour vous dire d'abord, je ne connaissais pas Dakar à cette époque. Je suis trop Casamance. Dès mon arrivée à Dakar, c'était un peu compliqué parce que je quittais Thiaroye pour aller à l'université. Je n'avais pas de bourse, donc je me posais tous les jours. Et je me levais à partir de 3h30 pour me prendre mon bain. Et à 4h du matin, je me mettais la route pour aller à Dakar. Et comme je ne connaissais pas Dakar à cette époque, je marchais, je prenais le trajet de Thiaroye par Cité Sotiba, Bel-Air et Colobane, point E, et point E directement à l'université. Je ne connaissais pas Dakar. Et je le faisais pendant 3 mois ferme. Au moment où j'ai reçu ma bourse, je rappelle, en ce moment que j'ai commencé à apprendre à faire des trajets à travers les cars. Mais pour vous dire, c'était très difficile. Maintenant, à chaque année, après la fermeture des classes, je reviendrai chaque année pour venir passer mes vacances au village. Et j'avais un grand frère qui est vraiment un grand visionnaire. Juste après les 2 années de l'université, l'année à laquelle je vais faire ma licence, mon grand frère m'a suggéré d'abandonner les études. Celui qui s'occupait de toute ma scolarité, qui s'occupait de tout du début à la fin. Et un jour, il m'a dit, tiens, Jérôme, je veux que tu abandonnes tes études et te lancer dans l'agriculture. Je disais, mais je n'ai aucune notion dans l'agriculture. Et pourquoi abandonner les études alors que je dois faire ma licence l'année suivante? Il m'a dit, là où je suis, je ne veux pas te mettre dans des situations très compliquées. Mais essayer de se référer au. J'ai accepté. Je suis reparti annuler mon inscription et j'ai démarré avec aucune notion. D'abord, je dis d'abord chapeau à vous parce que vous êtes mieux outillés par rapport à moi au début de mon activité. J'ai débuté avec 300 pieds de piment. Il m'a dit que j'aimerais que tu passes uniquement du piment, que du piment. J'ai débuté avec 300 pieds de piment, mais j'avais échoué parce qu'il n'y a pas d'ordonnance et j'ai tout échoué. J'ai demandé à mon frère de retourner, il m'a dit non, ne retourne pas. Et ça a vraiment amené un débat vraiment un débat qui a vraiment divisé ma famille. Il y a d'autres qui disaient que mon grand frère est là
pour freiner mes études. Lui était le seul à pouvoir me convaincre en me disant, voilà, je serai toujours derrière toi. Et comme lui aussi, pour ne pas, comme les gens disent qu'il a sacrifié ma carrière, il s'est vraiment battu à chaque fois. Il m'accompagnait, il m'a conseillé. Et quand il y a des difficultés, il est derrière moi et il me dit, va, je suis derrière. Et toute ma famille, tout le monde m'ont vraiment abandonné. Il dit que au lieu d'aller faire, bon, il me dit que toi, tu as aller faire devenir professeur ou bien dans la main, lui il dit non, il va aller faire ce que les mamans. C'est ça qui m'a dit. Merci. Maintenant, j'ai décidé de quitter la famille pour aller travailler ailleurs. Parce que le puits, là où je fais le puits, fait 13 mètres de profondeur. Donc ce sera difficile pour moi de puiser pour pouvoir alimenter les plantes. J'ai dit à ma famille, désormais je vais quitter la famille, aller travailler ailleurs. J'ai rencontré un jardinier à l'époque, à qui j'ai vraiment présenté mes propres difficultés. Il m'a accepté et il me demande combien je dois te payer. Je lui dis, tiens, je ne suis pas venu pour que tu me payes, mais je veux être ton employé sans salaire. Je veux être ton employé, mais je ne veux pas de salaire. Il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux en contrepartie? Je veux une parcelle là où je dois m'exercer, là où je dois faire mon magasin. Et il a accepté, et voilà notre contrat. J'ai débuté le 8 février 2008. J'arrosais ces plantes à partir de 7 h du matin jusqu'à 16 h. Parfois même je me levais à 4 h du matin jusqu'à 16 h. Je prenais mon déjeuner. De 17 h à 20 h, je suis dans ma propre parcelle. C'est comme ça que j'ai travaillé durant toute la campagne jusqu'à l'hivernage. Et c'était difficile. Un étudiant qui vient fraîchement de l'école et qui se rend dans des travaux aussi lourds. Et finalement, j'étais tombé malade. Juste au moment où les plantes ont donné beaucoup de fruits. Je suis parti à l'hôpital et le médecin m'a demandé de ne plus faire d'activité. J'ai dit au médecin, là où je suis, à moins que je meure, à ma terre, je ne dois pas. Parce que j'avais une déchirure ici. Le fait de puiser chaque matin, j'avais une déchirure. Et il m'a demandé, donc, comme tu ne veux pas les faire, et de trouver un élastro pour essayer de... Et je l'ai fait, j'ai acheté un élastro, j'ai mis là où la dose centre. Et à chaque fois, avant de démarrer le puisage, avant de commencer à puiser, et ça posait extrêmement mal, très mal. Mais je le posais, quand le corps est chaud, je ne sentais plus de douleur. J'ai commencé ma première récolte avec 1 kg de piment. Et j'avais fait 1200 pieds de piment que j'arrosais seul. Je vous dis seul. Ma première récolte, j'avais 1 kg. Et j'ai dit à mon grand-père, prends ce kilo de piment là et allez donner ça à ma maman pour qu'elle prie pour moi. Et les choses ont commencé à venir. Mon grand-père qui était instituteur, qui était un enseignant, il se levait aussi à 4 h du matin, prendre mes produits, aller au marché, les revendre. À 7 h, il se rendait à l'école pour continuer son travail. Il descend de l'école, il vient récupérer l'argent et il va verser ça à la banque.
Voilà comment il m'a accompagné. De 2008 jusqu'en 2016, il y avait un concours régional à Ziguinchor d'entrepreneurs. Et je suis sorti premier. La même année, la FAO avait organisé aussi un concours et j'étais sorti deuxième, devancé par Dieynaba Badiane qui est de Bignona. Dieynaba Badiane était premier, sorti deuxième et vraiment chapeau à Dieynaba. La même année, en 2016, la même année, j'ai eu à bénéficier d'une visite du ministre de la Jeunesse, à l'époque qui était Mambaïna, qui est venu visiter la ferme et était tellement satisfait qu'il m'a octroyé une bourse d'études au centre Songhai à Port-de-Nouveau. Je suis parti à Songhai, c'est là où vraiment mon esprit vraiment a pris de l'homme. Là, simplement que je disais vraiment, je n'avais rien fait et je viens juste de commencer. Parce que Songhai, c'est vraiment un paradis agricole. En Mortou du Bénin, en 2007, 3 mois après, le grand frère est décédé. Je vous dis, 3 mois après mon retour, il est décédé. Et en ce moment, d'abord, avant sa mort, il y avait une délégation de la famille de ma maman qui était venue me demander pardon le fait de pouvoir me pousser à abandonner le secteur agricole. Et chaque fois, je disais, ce n'est pas à moi de demander pardon, allez demander au grand frère. Et ils sont venus dire au grand frère, pardon. Et ils ont vraiment demandé pardon au grand frère. Maintenant, après mon retour du Bénin, 3 mois après, il est décédé. Maintenant, c'est en ce moment-là que les problèmes commencent. Il n'y avait pas de coach, quelqu'un qui me disait attention, attention, fais ceci, fais cela, il faut faire ceci, pour cela. Je n'avais pas souvenir à qui je devais prendre des conseils. J'ai lancé d'abord, la première erreur que j'ai faite, j'ai lancé la construction de ma maison. Et j'ai discuté avec un entrepreneur agricole qui est en bâtiment. Il m'a dit pour construire ta maison, il te faut 14 millions. Et je lui ai remis les 14 millions comptant. 3 mois après, il est parti avec tout mon argent. C'est comme ça qu'il est parti avec les 14 millions. Je suis revenu prendre conscience et dire, pour ne pas continuer à dépenser de l'argent, j'ai bloqué la construction de la maison pour construire un poulailler. J'ai construit un poulailler de 400 mètres carrés, c'est-à-dire 40 sur 10. Et j'ai lancé 2000 poules pondeuses. Une bande de 2000 poules pondeuses. J'ai commencé aussi avec un autre bâtiment dans la production des produits de chair. J'ai signé une convention, un contrat avec un revendeur. Tous les 15 jours, je dois livrer 1000 poulets. Ma première livraison, il est parti avec mes 3 millions. Toujours en 2017, c'est
la même année, toujours en 2017. Je travaille avec une société française pour la multiplication des semences de maïs. Après le travail, il me donne un chèque de 2 600 000 francs. C'est un chèque de la BOA. C'est-à-dire que l'argent à la BOA, avant d'arriver chez moi, le sac est parti. Écoutez, pas encore fini. Écoutez, s'il vous plaît. Maintenant, la bande de 2000 pondeurs que j'avais lancée. Au moment où on a commencé la production, j'avais mon neveu qui était malade. Et je passais la nuit souvent à l'hôpital. Un jour, les chiens ont fait irruption dans le poulailler et ont tout tué. Et maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Maintenant, en tout moment, tout a chamboulé, tout est parti du début à la fin. Maintenant, tout est revenu à 0. Et ce que les gens disaient, les Danuna Amatul Dara. Et en moi, je commençais à perdre mes emplois. Et je commence à quitter, à aller partir. Et tout le monde est parti, jusqu'à ce qu'il me reste un seul employé qui était vraiment fidèle à moi. Maintenant, les mathématiques dont vous parlez là, quand moi, ça commence à vous. Comment faire pour me relever? Est-ce que je dois abandonner pour retourner à l'école ou bien est-ce que je dois encore me lancer? Je disais, l'erreur que j'avais faite, moi, mais c'est que je n'avais pas de coach. Je n'avais pas d'encadreur, quelqu'un qui devait me dire attention, faites ceci et faites cela. Je partais à la base pour me relancer. En quoi faisant? En mettant en place des cultures, une culture maraîchère avec la spéculation du piment. Et je revenais encore avec le piment que mon grand-père me disait, lance-toi avec la production du piment. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à produire du piment. Comme c'était ma spécialité, quand j'étais au Bénin, ce qui mange de ma promotion, c'est toujours dans la filière maraîchère avec comme spécialisation piment. C'est en ce moment que je me lançais aussi dans la production du piment de 2018, 2019, 2020. Et les choses commencent à donner vraiment de l'espoir. 2020, je commence à signer mon premier partenariat avec l'Union européenne dans le cadre du consortium Écologie Prospère et Luxdev, dans le cadre de l'incubation des jeunes. 2020, 2021, 2022, jusqu'aujourd'hui, je suis avec mes partenaires. Actuellement, je suis avec la GIZ et la coopération allemande. Et aujourd'hui, la ferme est devenue vraiment une ferme qui embrasse beaucoup de métiers, beaucoup d'activités. Dans la ferme, nous avons le maraîchage qui se fait à grande échelle, nous avons l'arboriculture, nous avons l'agroforesterie, nous avons l'embouche porcine,
Et nous avons la formation de vous les jeunes, après vos études, après les CAP, après les BTS, vous venez faire un renforcement de capacité dans la ferme. Et aujourd'hui, la ferme a recruté une équipe vraiment dynamique. Il y a une interaction avec des gens dynamiques. Quand vous entendez parler de Jérôme, mais Jérôme est bien entouré. Actuellement, on recrute même des ingénieurs qui nous viennent du Bénin. Et on est en collaboration avec les institutions comme le lycée agricole, comme les centres de formation professionnelle. Et aujourd'hui, vraiment, chapeau à cette école. Et je dis merci pour toute cette collaboration. Et je pense qu'avec ça, on pourra faire développer l'activité au niveau de notre zone. Merci à vous pour résumer. Et pour vous dire, avec chaque fois, l'État, je venais juste du voyage, toujours continuer à étudier. À chaque fois, l'État me déploie pour aller continuer mes études. Je viens du Bénin au centre là où j'étais. L'année dernière, j'étais en Italie aussi, toujours pour des études. Donc, pour dire bravo à vous d'abord qui avez d'abord une petite expérience par rapport à moi. Moi, j'ai appris l'agriculture sur le tas. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un petit ingénieur qui est là-bas dans mon coin et fait développer. Et je dis merci aussi au lycée agricole. Merci au lycée agricole qui m'a vraiment donné un jeune sortant de cette école qu'on a incubé au centre, à la ferme, et qui est devenu un technicien qui dirige actuellement plus de 50 jeunes. C'est la bonne noire. Je suis le technicien de la ferme. Il a 30 jeunes, 26 jeunes actuellement, et bientôt 25 jeunes qui vont recevoir, et c'est lui qui coordonne toutes les activités de la ferme. Là, je dis merci au lycée agricole. Chapeau. Je pense qu'on va marquer ici, et je pense qu'on va poser des questions. Merci beaucoup. Il a bénéficié d'une formation dans le domaine de l'agriculture. Donc, il a fait ce qu'on appelle génie de plongeon, mais dans l'inconnu. Et cela lui a valu presque une scission ou une division familiale, puisque les uns étaient pour qu'il embrasse l'agriculture, c'est-à-dire l'activité séculaire des grands-parents, et l'autre côté de la famille souhaitait que monsieur devienne certainement un employé, un instituteur, un professeur de lycée, etc. Et pourtant, chacun, n'est-ce pas, avait ses raisons. Puisqu'en général, ce qu'on dit, le fils de l'autre, il a réussi, il a commencé à travailler, le nôtre veut abandonner les études. Deuxièmement, cette expérience nous montre qu'il y a des choses qu'il ne faudrait jamais faire quand on est en début d'entrepreneuriat. Ça commence à marcher. Quand ça commence à marcher, il ne faut pas commencer par aller dormir à l'hôtel, au camp. Quand ça commence à marcher, il ne faut pas embrasser, n'est-ce pas, un investissement non rentable qui ne va pas vous apporter de l'argent. Je veux parler ici de la construction de la maison. Et non seulement c'est risqué parce que la maison ne va pas vous apporter grand-chose, donc vous allez dormir certainement, mais il y a un risque derrière. Un maçon qui pense que certainement s'il disparaît avec 14 millions en Guinée-Bissau, arriver là-bas, il pourra construire une maison, créer une activité et vivre sur son dos, ou aller du côté de la Gambie, ou je sais où encore, ou même il a pris l'avion pour aller en Europe. Là, c'est un risque. Et donc, par rapport à l'entrepreneuriat, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut avoir de bons conseillers. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Alors, sur le marché, il a fait des livraisons, le monsieur est parti. Comme disait M. Badian, il avait confiance, il avait discuté avec quelqu'un qui avait confiance en lui, il lui donnait sa marchandise, il vendait, après il venait payer. Mais c'est parce qu'il est honnête, il est sérieux. Mais si vous rencontrez un lascar comme celui que M. Djani a rencontré, vous lui donnez 3000 poulets,
il disparaît avec la viande et il disparaît avec la viande. Bien. L'histoire des boucheries, c'est la sécurité. Il avait manqué de sécuriser son unité de production et les chiens sont venus faire le travail, parce que là, c'est leur travail. Consommer la chair. Évidemment, les chiens n'ont pas fauté. C'est lui qui a fauté. Et puis, il n'a pas lâché prise. Il a continué et il a atterri au niveau de la ferme Songhai. Pour ceux qui ne connaissent pas la ferme Songhai, il y a beaucoup de films sur la ferme Songhai sur YouTube. Donc, de ce point de vue-là, vous pouvez regarder cette expérience qui a été mise en place, je crois, par un religieux, un certain frère, qui a été à la base de cette expérience. Il y a également une expérience enrichissante ici au Sénégal, c'est la ferme de Sambadia, qui mérite d'être visitée. Et je crois que si l'école organise, n'est-ce pas, des sorties pédagogiques, ce serait l'occasion d'aller vers la zone nord, visiter la ferme de Sambadia, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a d'autres, n'est-ce pas, créations également dans la zone nord qui méritent d'être visitées. Mais je n'exclus pas également des expériences réalisées ici dans la zone sud. Je crois que M. Dani est devenu un créateur d'emploi qui a employé 11 sortants, n'est-ce pas, du lycée Émile Badiane, 11 sortants, en tout cas, qui lui a donné satisfaction. Alors, si un sortant du lycée Émile Badiane donne satisfaction à M. Dani, ça veut dire que vous, sortant de demain, vous devez donner satisfaction ailleurs. Je vous dirai un tout petit peu seulement sur Émile Badiane, mais je pense que Émile Badiane mérite une communication spéciale qu'on ne peut pas tenir tout de suite ici. Justement, cette question vient à l'heure puisque nous voulons vraiment incarner notre parrain pour que les gosses puissent l'utiliser comme référence et de prendre d'autres personnes comme référence. Émile Badiane, on peut le résumer en 2 mots wolof. Émile Badiane, c'est l'incarnation du Djom. Émile Badiane aussi, c'est l'incarnation du Ngor. Iba Der Thiam définissait le Djom comme la capacité de se dépasser, d'être le héros à tout instant et à toutes circonstances, d'être un homme qui relève tous ses défis sans attendre la contrepartie. Beaucoup de littérature sur le Djom que j'aurai l'occasion de vous entretenir tous. Pour le Ngor, vous le savez tous que Émile Badiane, il n'y a pas quelqu'un qui s'était beaucoup déprimé pour juste la formation. Savez-vous que le CRETEF, le CP du millionnaire actuel, est payé de sa propre poche pour créer ce CP-là? Émile Badiane, vous allez peut-être aller là rendre compte, vous n'allez pas avoir un bien qui s'appelle le bien de Émile Badiane. C'est pour confirmer le goût qu'on lui a donné. Il n'est pas de cette génération qui pense que lorsqu'on confie une responsabilité, je devrais plutôt m'enrichir, que chercher comment m'enrichir, que de chercher comment rendre service aujourd'hui. À l'endroit de toutes les autorités ici présentes au niveau du présidium, chacun a son rang et respectabilité. Et ensuite, je vais formuler des mots de salutation à l'endroit de l'auditoire. Donc, mon intervention sera axée sur quel défi pour une activité entrepreneuriale en phase avec les fondamentaux de l'agroécologie. Donc, mon intervention sera mon intervention va porter sur 3 axes. Donc, le premier axe, c'est qu'on va essayer de caractériser les systèmes de production agricole dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ensuite, on va donc qui est souvent une production à orientation agriculture conventionnelle avec l'utilisation des pesticides et des engrais. Et ensuite, on va montrer les limites de cette forme de production du fait qu'elle n'intègre pas la dimension protection de l'environnement. Et enfin, nous allons parler de l'agroécologie, qui peut être une solution par rapport à ces difficultés. Et les défis de l'entrepreneur, ce sera en quelque sorte une pratique par rapport aux fondamentaux de l'agroécologie. Donc, si je reviens à l'aspect entrepreneurial,
Donc, un entrepreneur dans le domaine de l'agrobusiness, c'est quelqu'un qui mène des activités de création de richesses, mais également de création d'emplois dans le domaine, dans la chaîne de valeur agricole. Donc, il peut explorer plusieurs niches de la chaîne de valeur agricole, allant de la préparation du sol jusqu'à la récolte et même la valorisation des produits agricoles. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans la vente des intrants, c'est quelqu'un qui peut être dans la prestation de services avec la mécanisation, les installations bout à bout, ou bien c'est quelqu'un qui est carrément dans la production de la préparation. Il a une parcelle, comme le cas de Jérôme Diandi, qui met en œuvre une production jusqu'à la récolte et il fait une commercialisation. Ou bien c'est quelqu'un qui est à orientation, valorisation, qui fait la transformation des produits agricoles et la commercialisation. Donc voilà pour camper le débat par rapport aux activités entrepreneuriales dans le domaine de l'agriculture. Donc nous, au Sénégal, nous avons des avantages qui rendent possible en quelque sorte l'activité entrepreneuriale. Nous avons des terres qui sont, à la différence de certains pays asiatiques, qui sont caractérisés par des chaînes de montagnes. Nous avons ce qu'on appelle des ressources en eau. Nous avons également, à 100 où on sait qu'aucune agriculture n'est possible. Nous avons également une certaine stabilité politique qui nous permet de vaquer à nos occupations. Nous avons des structures de formation qui, à la différence de M. Diandi, qui n'a pas bénéficié d'une formation avant de démarrer ses activités entrepreneuriales, qui permettent de doter des jeunes un ensemble d'outils qui leur permettent de mener à bras le corps leurs activités entrepreneuriales. Nous avons également des structures de recherche. On sait que l'agriculture aujourd'hui chaque et on a souvent en perpétuelle recherche en quelque sorte pour trouver aussi bien du point de vue génétique les variétés les plus adaptées, mais également pour trouver en quelque sorte les pratiques culturelles les mieux adaptées pour une meilleure productivité. Nous avons également, comme M. Preuser l'a dit tantôt, il faut un marché pour produire. Nous avons un marché, vu que nous partageons avec d'autres pays des entités sous-régionaux comme la CEDEAO, qui prônent en quelque sorte une libre circulation des biens et des services. Donc ceci étant dit, je vais donner l'exemple d'un entrepreneur qui est quasiment dans la production agricole, donc qui a une parcelle qui met en place une clôture, des investissements, des immobilisations, une clôture, une source d'eau, un réseau d'irrigation. Soit il contracte un prêt à la banque, soit il le fait sur fonds propres. Maintenant, cet entrepreneur qui fait en quelque sorte un investissement est obnubilé ou bien a une vision, c'est d'avoir une certaine rentabilité pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc, parce que c'est un investissement qui est lourd. Et là, du coup, il va tout faire pour avoir un optimum de rendement. Et pour cet optimum de rendement, soit l'entrepreneur joue sur deux axes. Soit il joue sur le milieu, en faisant de sorte que le milieu soit adapté à l'espèce cultivée, soit il joue sur l'espèce végétale avec la sélection variétale pour que l'espèce végétale soit en phase avec les conditions pédoclimatiques du milieu. Donc là, c'est une agriculture à vocation agriculture conventionnelle, qui est caractérisée par une forte mécanisation parce qu'on cherche la rentabilité, mais également qui est caractérisée par une utilisation des variétés à haut potentiel de rendement, caractérisée également avec l'utilisation on joue sur les facteurs de production, il y a l'irrigation, il y a la protection des cultures avec les pesticides, mais également il y a l'utilisation de fortes doses d'engrais pour être en phase avec les exigences en éléments minéraux au niveau de la parcelle. Donc cette agriculture ne prend qu'en compte un aspect, c'est on vise une dimension économique, alors qu'il faudrait savoir que cette agriculture qui est obnubilée par une recherche de rendement, de productivité, souvent ne s'inscrit pas dans la durabilité. Alors que la productivité et le rendement, on doit le chercher en s'inscrivant dans une certaine durabilité. Donc cette agriculture conventionnelle présente avec une utilisation caractérisée avec une utilisation de fortes doses d'engrais, caractérisée par une forte mécanisation, mais également caractérisée par une utilisation des pesticides a des limites. Donc parmi ces limites, donc ça me permet d'aller directement sur les limites de cette forme de production. Avec une utilisation à outrance d'engrais et de pesticides, on va arriver à une certaine destruction des sols. Une utilisation à outrance de pesticides, ça va créer à la destruction des équilibres naturels en favorisant la population d'insectes qui sont nuisibles. Donc ça favorise aussi une certaine toxicité vis-à-vis des vertébrés, donc vis-à-vis des humains comme des êtres vivants qui sont ravageurs. Ça favorise aussi une certaine pollution des eaux. Ça peut même être à l'origine d'une phytotoxicité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est quand on fait une production agricole conventionnelle, on peut utiliser de fortes doses de pesticides,
Donc, une fois après la récolte, si on ne respecte pas les aspects relatifs à la durée de rémanence, au délai d'attente avant la récolte, donc on va avoir une certaine toxicité vis-à-vis du produit qui est récolté. Et cette toxicité, donc si ça dépasse une certaine dose qu'on appelle la limite maximale de résidus, ça va être à l'origine de certaines maladies. Donc souvent les gens se disent que bon, j'ai mis les pesticides, j'ai traité, j'ai utilisé, j'ai mangé, ça n'a pas créé de maladie. Donc ne pensez pas que ça ne fait pas de dégâts. Parce que pour la toxicité, il y a plusieurs formes de toxicité. On peut avoir une toxicité qui est aiguë, comme on peut avoir une toxicité qui est chronique. La toxicité aiguë, c'est une seule fois qu'on est exposé par rapport au produit et ça fait des dégâts. Et la toxicité chronique, c'est une exposition donc, qui est répétitive, qui crée cette forme de toxicité. Donc compte tenu de ces limites, il nous faut, donc, compte tenu maintenant du fait que nous avons un changement de notre écosystème agricole avec une variation pédoclimatique, donc il nous faut aller vers des options, des pratiques beaucoup plus éco-responsables, des pratiques qui militent pour la protection de l'environnement. Donc, permettez-moi d'emprunter des mots à Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry disait, nous héritons la terre de nos ancêtres, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc, ce qui veut dire que cette terre que nous avons, nous menons des activités agricoles, on ne l'a pas hérité de nos ancêtres, mais nous l'avons empruntée aux générations futures. Ce qui veut dire qu'on doit rendre la terre de la manière dont on l'avait reçue. Là, du coup, ça demande des pratiques responsables en matière d'agriculture qui ne vont pas contribuer à la dégradation de ces terres. Donc, aujourd'hui, on doit militer pour une agriculture qui permet de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui ne compromet pas la capacité de production dans les générations futures. Donc, pour cela, cette agriculture doit concilier 3 axes, un axe social, un axe environnemental et un axe économique, donc pour être durable. Donc pour cette agriculture soit durable, il faudrait, donc il y a l'agroécologie qui peut être une solution. Donc parlant de l'agroécologie, donc quand je viens pour faire une activité agricole, je viens dans une parcelle. Et dans cette parcelle, je trouve que il y a des espèces qui sont là-bas, des êtres vivants, qui peuvent être des êtres vivants à la fois des animaux comme des végétaux, mais également qui sont dans un milieu. Nous avons un écosystème qui est quasiment stable, constitué par une biotope et une biocénose, donc un milieu physique qui est abiotique et un milieu biotique qui est constitué par des êtres vivants qui sont à la fois des animaux comme des végétaux. Et ces êtres vivants sont dans leur écosystème et entretiennent des relations avec leur écosystème. Et c'est un écosystème qui est quasiment stable. Maintenant, nous, agriculteurs, quand on vient dans cette parcelle, on essaie d'aménager la parcelle à ce que la parcelle soit en phase avec les exigences de nos cultures. Donc là, on passe d'un écosystème à un milieu qui a été aménagé, un milieu qui a été changé, perturbé. Et ce milieu, quand il est perturbé, ce milieu va quitter de l'écosystème et va devenir un agrosystème. Et cet agrosystème, ce n'est rien d'autre qu'un milieu qu'on a aménagé et on a conféré à ce milieu des conditions pédoclimatiques qui sont idoines en phase avec les exigences pédoclimatiques de la culture. Donc, ceci étant dit, donc, dans le processus de conduite culturelle, souvent nous utilisons des pesticides, nous utilisons pour lutter contre les ennemis. On pense que ce sont les ennemis des cultures qui sont les intrus par rapport à la parcelle. Non, ce n'est pas eux les intrus, mais c'est nous qui sommes les intrus, parce que nous les avons trouvés dans leur milieu avec une certaine stabilité et nous avons perturbé le milieu. Et c'est très normal pour nous trouver de quoi manger qu'ils s'attaquent à nos cultures. Donc l'agroécologie pourrait être une solution par rapport à cela. L'agroécologie donc milite pour une agriculture qui est saine, donc qui n'utilise pas de fortes doses d'engrais, qui n'utilise pas aussi certains pesticides, pour avoir en quelque sorte une certaine stabilité au niveau du système. Donc l'agroécologie favorise en quelque sorte les interactions entre les différents facteurs au niveau de l'écosystème, que ce soit le sol, que ce soit l'eau, le milieu physique, mais aussi les êtres vivants qui peuvent être des êtres vivants à la fois animaux, à la fois végétaux. Donc par opposition à l'agriculture conventionnelle, l'agroécologie donc est plus éco-responsable et donc ne milite pas l'utilisation de fortes doses d'engrais, mais ne milite pas l'utilisation de certains pesticides qui vont en quelque sorte perturber le milieu en créant une rupture au niveau de la chaîne trophique. Et que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les êtres vivants qui sont au niveau de notre agrosystème
qui peuvent être des insectes, des acariens, des nématodes. Ces êtres vivants ne sont pas tous nuisibles. Il y a de ces insectes qui peuvent être utilisés comme auxiliaires dans le cadre de la lutte biologique. Mais aussi, on connaît tous l'importance de l'abeille aujourd'hui, qui joue un rôle très déterminant dans la pollinisation. Donc, d'où la nécessité de favoriser une certaine interaction au niveau de notre agrosystème pour concilier à la fois une performance environnementale, une performance économique et une performance sociale. Et ceci donc, nous permet en quelque sorte de découler sur un certain nombre de défis. Et les défis au niveau de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole en phase avec l'agroécologie. C'est des défis qui militent à la fois à la protection de l'environnement, à la protection des sols, des défis qui militent à la fois à la protection, à la gestion des ennemis des cultures, sans pour autant casser les équilibres naturels. Donc par rapport à la gestion des sols, donc cette activité agricole donc, milite à produire, à tirer profit du sol, sans pour autant compromettre les capacités de production du sol futur. Et ceci n'est possible qu'avec une utilisation moindre des engrais, une utilisation des engrais chimiques qui est moindre, avec l'utilisation des engrais verts, avec l'utilisation des composts, donc avec une activité agricole qui est combinée avec une activité d'élevage qui permet d'avoir de la matière organique d'origine animale comme d'origine végétale et milite à ce qu'il y ait un certain compostage pour restituer au sol en quelque sorte les éléments nutritifs par le biais de la matière organique. Donc toujours dans le maintien des capacités. Aussi bonjour aux parents, et bonjour aux chers parents, bonjour chers collègues enseignants et enfin bonjour chers élèves et étudiants. Donc nous allons parler des exigences du marché parce que c'est pas n'importe comment on entre dans un marché. Si on entre mal, on nous sort mal et mécontent. Donc, on va peut-être se demander pourquoi à des journées d'entrepreneuriat, pourquoi parler de marché, d'exigence du marché. Bon, tout simplement parce que c'est un lieu incontournable pour vous, entrepreneurs, et pour vous, producteurs. Vous êtes obligés de passer par le marché pour vendre vos biens. Donc, il faut connaître le marché, avoir une bonne connaissance du marché pour vous donner les meilleures chances de tirer les meilleurs profits de ce marché. Donc, souvent, on définit également le marché comme étant un lieu réel ou fictif d'échange. Et j'insiste bien sur le mot fictif. Parce que le marché, autant il était physique, c'était comme le marché de Luna, Bougon, etc., on s'y demandait. Mais maintenant, le marché a tendance à être fictif. C'est-à-dire, avec le numérique, avec la digitalisation, la vente en ligne, on est plus porté à vendre des produits au niveau des plateformes, des applications, etc. Donc, le marché est un lieu réel ou fictif d'échange entre l'offre et la demande. Et ces deux derniers, l'offre et la demande, constituent ces composants. L'offre rassemble l'ensemble des producteurs, des distributeurs, des revendeurs, etc. Maintenant, la demande va rassembler l'ensemble des acteurs, des consommateurs, des clients, etc. Voilà. Mais nous, en marketing, quand on définit le marché, on a plus tendance à se mettre du côté de la demande et à définir le marché comme étant l'ensemble des personnes susceptibles de consommer, l'ensemble des personnes qui consomment ou qui sont susceptibles de consommer le produit. Pourquoi? Parce que en marketing, celui qui nous intéresse, c'est le client. Et le client, il est roi. Quand vous faites vos produits, vous ne les faites pas, comme M. Dion l'a dit, vous ne les faites pas de par votre feeling, de par je vais produire du piment parce que je veux du piment, mais je produis du piment parce qu'il y a une demande derrière. S'il n'y a pas une demande derrière, après, au finish, je vais me retrouver avec des problèmes de commercialisation. Donc, on va tout produire. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est-à-dire tout produit répond à un besoin. Donc vous êtes obligé de partir sur le marché pour connaître les besoins des consommateurs. Et à partir de ces besoins,
vous pouvez après vous dire, je vais commercialiser tel produit pour répondre à tel besoin. Donc, ce qui fait que, comme on a l'habitude de le dire, on dit tout le temps, le client, il est roi. Donc, on est obligé de connaître sa cible, c'est-à-dire les consommateurs qui sont sur le marché, les clients qui sont sur le marché, mais également les besoins de ces consommateurs. Donc, et comme on l'a dit, il existe plusieurs marchés. Bon, déjà, quand on prend les caractéristiques géographiques, on peut définir un marché déjà local, c'est-à-dire sur le marché sort et on doit être le plus en mesure, disons, de percer. Parce que c'est un marché dans lequel nous vivons, c'est des populations avec lesquelles les clients, les consommateurs sont nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, etc. Donc, on est plus en mesure de comprendre des gens avec qui on a la même culture, les mêmes comportements, etc. Donc, si le marché déjà local, le marché sénégalais, vous le percez mal, il y a des problèmes. Et maintenant, pour bien percer ce marché-là, il faut déjà connaître la réglementation qui est en vigueur au niveau de ces marchés. Donc, et ces réglementations, je pense, je vais juste les parcourir parce que en fonction de chaque produit, de chaque type... Donc, il y a la direction du commerce intérieur, il y a l'ANS, l'ASN, voilà, Association sénégalaise de normalisation. Donc, eux, c'est pour les certifications. Ils vont vous accompagner par rapport aux certifications qu'exigent vos différents produits. Il y a la chambre du commerce, maintenant il y a les structures douanières par rapport aux informations à la douane, les papiers de la douane que vous devez avoir. Il y a aussi l'ITA, etc. qui peuvent vous aider. Donc, c'était juste ce que j'avais à partager pour l'instant. Ici on chasse les animaux par catégorie. Si on passe la doudou à catégorie. On commence pour la casse, machamou à catégorie. Boliem boli barangé tout bao bao. Kuliye kuli donné na tout bao bao. Kuliye boli les nous passe tout bao bao. Kana mansayo ya tukuretu. Bandu wanu musuju. Kana mansayo ya kazari mosa tamye tikosa. Kana mansayo. Wanu